Bonsoir à tous, comme chaque vendredi soir, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré cette semaine aux médecins généralistes et aux déserts médicaux. Alors, Robert Escorne, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier invité. Vous avez été médecin généraliste en Ardèche, on va y revenir. Vous êtes né à Marseille. Et avec Marie-Christine Vénère, nous avons lu votre livre qui s'appelle « Médecin, quand reviendras-tu ?», qui est paru aux éditions Baudelaire. Alors on peut dire que c'est Saint-Étienne en montagne, c'est ça le village que vous avez pointé sur la carte, parce que dans ce village, d'une part, il y a le partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée, d'autre part, c'est un village un canton où il n'y avait pas de médecin, et vous vouliez aller dans un canton où il n'y avait pas de médecin, persuadé que c'était très important. Vous aviez fait 4 ans d'urgence à Marseille, de médecine d'urgence, et au fond, vous en aviez un peu assez de ces endroits où les salles d'attente sont parfois vides, où le médecin attend le client, et vous vous êtes dit là, il n'y a pas de médecin, donc je vais vraiment être très utile, et je vais aller dans le seul canton de France qui n'avait jamais eu de médecin. Et puis, vous racontez cette expérience. On va commencer avec ça. Vous aimez beaucoup les voitures. Oui, ça fait partie de mes passions avec la médecine. Oui. Et alors donc, vous avez, avec une voiture, circulé, été voir un très grand nombre de clients que vous alliez voir chez eux, de patients, pardon, que vous alliez voir chez eux, quelquefois dans des routes enneigées, il faisait froid, c'était difficile, quelquefois des congères qui vous bloquaient, et vous étiez appelé aussi parfois en pleine nuit. Expérience enrichissante? Oui, oui. Alors sur le plateau ardéchois, les conditions d'exercice sont tout à fait différentes des conditions d'exercice en ville. Nous étions sur dans un petit village, juché sur un plateau à plus de 1300 mètres d'altitude, avec des conditions hivernales, la neige, quand c'était pas la neige, c'était la pluie, quand c'était pas la pluie, c'était le verglas. Les conditions étaient très difficiles de circulation et le sont toujours. Donc je faisais beaucoup de visites à domicile parce que ma clientèle était une clientèle rurale, vieillissante, comme le sont souvent les gens dans ces pays où il n'y a pas grand-chose d'autre que le souvenir d'un développement, hein, malheureusement. Ça ne va pas de l'avant en Ardèche, mais comme dans beaucoup de pays ruraux en France. Et dans les cadres des visites à domicile, j'étais bien équipé, j'avais un gros 4x4 et je ne refusais pas de me déplacer à domicile. C'est ce qui me différencie beaucoup de mes confrères actuels et qui, eux, privilégient l'action au cabinet médical. Moi, je faisais beaucoup de visites à domicile aussi. Alors vous vous décrivez comme un peu seul, un peu fatigué au bout d'un certain temps de cette pratique, désarmé contre la mort, parce que parfois c'est pour des raisons très graves que vous étiez appelé auprès des patients. Vous parlez de 18 heures de travail par jour, quelquefois. Incontestablement, les gens reconnaissent vos qualités, en tout cas c'est ce que vous dites, et on l'imagine aisément, vos qualités auprès des patients, et vous êtes devenu parfois l'ami de vos patients. Oui, il faut s'imaginer une journée de travail, lever 7 heures comme tout le monde. À partir de 7h30, on attaque les consultations. Et je faisais les consultations non-stop jusqu'à 18h, 19h au cabinet. Et à partir de 19h, j'entamais une série de visites à domicile et j'arrêtais les visites à domicile à minuit. Donc je travaillais non-stop de 7h30 à minuit tous les jours. Et la nuit, il y avait aussi les urgences. Et quand on est installé comme ça sur un plateau ardéchois où vous êtes le seul médecin du canton, si je refusais de me déplacer à l'appel téléphonique, c'est la sirène des pompiers qui sonnait, parce que j'étais aussi médecin commandant des pompiers. Et de toute façon, l'urgence était pour moi, il fallait que je me lève et que je la fasse. Donc c'était des journées de travail bien remplies, mais très enrichissantes. Alors vous avez multiplié les casquettes, parce que d'une part, vous étiez au fond pompier, d'autre part, on l'a vu médecin. En même temps, vous étiez pharmacien parce que vous vendiez aussi les médicaments à vos patients, parce qu'on comprend aisément qu'assez loin d'une ville importante où il y a une pharmacie, c'est vous qui délivriez les médicaments. Vous avez même parfois fait office de vétérinaire. Vous faisiez tout, quoi. Oui, c'est une médecine un peu d'un ancien temps, mais j'adorais faire ça. J'ai une formation d'urgentiste, donc j'avais un bagage technique quand même assez intéressant. Le petit côté supplémentaire, c'était il n'y avait pas de pharmacie à moins de 20 km, donc c'était compliqué sur ces routes-là. Donc la loi autorise, quand c'est comme ça, le médecin d'avoir un dépôt de médicaments et de délivrer les médicaments aux patients, comme le fait un pharmacien. Marie-Christine Vénère. Oui, moi je voudrais sortir de cet aspect qui est effectivement très, très émouvant de votre récit pour vous interroger
sur l'exercice de la médecine est un exercice libéral, qui est malgré tout très encadré par les pouvoirs publics. Quand on fait de la délivrance d'ordonnances, oui, c'est le problème. On est contrôlé. Oui. On est plus que contrôlé. Plus que contrôlé, on est sanctionné. On est massacré. Voilà. Non, je vous laisse la responsabilité de votre appréciation. Comment se fait-il que dans ce pays, qui est quand même un pays réglementé, on voit un médecin travailler de 7h à minuit, parce que ça se voit dans les... Quand on voit, je ne sais pas combien d'ordonnances vous deviez faire par jour. Mais comment se fait-il que personne ne prenne en compte, quelque part, dans un bureau, qu'il soit à Privas ou à Paris, le problème que ça pose, à la fois pour votre santé et pour celle éventuellement de vos patients. Mais on est ciblé, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à ce l'administration nous applique des moyennes théoriques de prescription. Oui. Un médecin est censé faire à peu près 8000 actes par an. Le problème, c'est que je connaissais bien mes patients qui étaient de véritables amis. Comment voulez-vous que je dise à quelqu'un dont le petit a 42 fièvres, ah non, désolé, aujourd'hui j'ai fait mon quota, il faut aller voir quelqu'un d'autre. C'était pas possible, j'étais le seul médecin sur 3 cantons environnants. Donc, j'étais obligé d'avoir une activité chaque année de plus en plus importante. Non, mais ma question n'est pas du tout, n'est pas votre implication, c'est de vous dire, quelque part, quelqu'un se dit, mais le docteur Escande, il se met en danger, il met sa clientèle en danger, on se réunit avec le responsable de l'agence régionale, alors je ne sais pas, peu importe, et on regarde ce qu'on peut faire. Alors c'est beaucoup plus vicieux que ça. L'administration ne s'est pas inquiétée que je sois en danger. L'administration a tout fait pour me mettre en danger davantage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes médecin, pompier, vous êtes appelé contraint forcé, par exemple, quand il y avait des mouvements de grève nationaux, je me portais gréviste par solidarité avec mes confrères et j'étais réquisitionné automatiquement par le préfet qui m'interdisait de faire grève. Donc si vous voulez, quelque part, on me sanctionnait parce que j'ai eu des sanctions, parce que j'avais une activité hors norme, et d'un autre côté, on m'interdisait de partir les jours où je voulais partir. C'était du grand n'importe quoi bureaucratique. Robert Escande, dans votre cri contre l'administration, moi j'entends un corporatisme médical traditionnel, et si vous voulez, si vous me permettez, par-delà votre cas personnel, je trouve que ces cris contre la fiscalité, contre l'administration en général, sont peut-être un peu malvenus, parce que, qu'on le veuille ou non, la situation difficile qui est la vôtre comme médecin de campagne n'empêche pas que vous faites un métier que vous aimez, vous le dites tout le temps, vous êtes heureux de le faire, et donc peut-être ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de savoir si l'administration aurait pu vous aider. Parce que vous insistez beaucoup sur les obstacles qu'elle vous a donnés, mais aussi, Marie-Christine a raison de poser la question de savoir comment elle aurait pu vous aider. Déjà, me laisser faire mon travail. J'ai eu un contrôle fiscal par an, par exemple, et en même temps que j'avais le contrôle fiscal, j'avais un contrôle médical, j'avais un contrôle sur la délivrance des médicaments. L'administration, je suis désolé, mais c'est comme ça, je ne peux pas dire autre chose. Mais c'est bien que les contrôles, non? C'est bien, on a besoin de ce contrôle. Des contrôles, oui, mais c'était chaque fois des contrôles à charge, puisque quand on ne trouvait pas quelque chose qui n'allait pas, on l'inventait. Vous savez, j'ai eu un procès contre l'administration fiscale que j'ai gagné. Et on a eu 4 ans de procédure parce que je payais les impôts comme un médecin, c'était normal, j'étais médecin. Je payais les impôts comme un pharmacien, c'est normal, je faisais fonction de pharmacien. Mais l'administration fiscale voulait me faire payer en plus les impôts comme un vétérinaire. En plus, alors que quand je faisais des soins de temps en temps à un chien de chasse que je recousais, je n'ai jamais fait payer, et je ne vois pas pourquoi j'aurais payé en plus l'impôt des vétérinaires pour ça, si vous voulez. Donc je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que je serais encore actuellement en train de travailler si l'administration ne s'était pas acharnée à ma perte, et elle ne s'est pas acharnée contre le docteur Escande, elle s'est acharnée à fermer un cabinet hors norme, parce que l'administration ne raisonne qu'en termes de moyenne, et dès que vous dépassez, dès que vous êtes visible, vous devez être sanctionné. Pour eux, c'est faire des économies. Fermer un cabinet qui fonctionne beaucoup, c'est faire des économies. Or, l'administration ne comprend pas que les pathologies qui sont soignées au cabinet libéral coûtent beaucoup moins cher à la collectivité que les mêmes pathologies soignées ou à l'hôpital ou par un médecin plus loin de par les frais de transport. Docteur Escande, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que qui aujourd'hui voit vos malades? Vous racontez très bien la mère Poignard. Je sais que vous avez changé les noms. Hein. Les noms sont différents, mais les anecdotes sont tout à fait réelles. La mère Poignard, donc, réelles. elle vivait dans une voiture. Elle avait presque plus rien. Sa ferme était effondrée. Et vous parlez du cabanon
qu'elle avait pour l'abriter qui avait été fait. Aujourd'hui, qui pourrait s'occuper de la mère Poignard? Elle est morte. La mère Poignard est morte. D'accord, mais qui pourrait s'occuper d'une mère Poignard? Il n'y a plus aucun médecin sur les 3 cantons que je desservais auparavant. Il n'y a plus de médecin. Alors comment font les gens? Eh bien, les gens sont dans une mouise noirâtre. D'accord, mais elles ne vont pas voir de médecin? Eh bien, de moins en moins. Les soins de prévention ne sont plus faits, les mammographies ne sont plus faites, les enfants ne sont plus vaccinés. On va voir le médecin quand on est moitié mort, on prend la voiture, on perd la journée à l'hôpital et on encombre les urgences hospitalières par des pathologies bénignes qui n'ont rien à se faire traiter à l'hôpital. Ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité, les patients sont moins bien soignés et l'administration n'a gagné qu'à faire fermer mon cabinet. Bravo, je comprends pas. Non, mais là, ce que vous dites sur l'encombrement des urgences, c'est vrai dans des endroits de forte densité médicale, puisque ça existe à Paris, où les gens vont aux urgences plutôt que d'aller chez le médecin parce qu'il y a une prise en charge, on ne leur demande pas de prépayer la consultation, etc. Donc ça existe ailleurs. En revanche, oui, dans les petits hôpitaux, c'est aussi encombré. Je n'arrive pas à croire quand même que vous, parti, il n'y a rien. C'est-à-dire, concrètement, il n'y a rien. La mairie a investi 200 000 € pour créer une maison médicale. Bah alors, voilà. Parlons de la réalité. Voilà, magnifique coquille vide où il n'y a jamais eu de médecin et il n'y en aura jamais. Bon. Voilà. Voilà la réalité du terrain. La responsabilité d'une équipe municipale, c'est de mettre en place le contenant. Après, le contenu, c'est une autre responsabilité. Alors, dans mon cas particulier, je ne suis pas contre les maisons médicales. Moi, je pars du principe qu'un médecin, pour qu'il travaille correctement, il lui faut... Vous êtes contre. J'ai lu sous votre plume, moi j'ai fait très attention, que vous étiez contre les maisons médicales et vous expliquez en même quelquefois quand même beaucoup de médecins étrangers. Non, mais je suis pour les pierres. Qu'est-ce que vous avez contre les médecins étrangers? Qu'est-ce que vous avez contre les médecins étrangers? Pas du tout. Vous me poussez sur un terrain que... Non, mais je voudrais savoir si vous avez quelque chose contre les médecins étrangers. Je n'ai rien contre les médecins étrangers, à condition qu'ils aient les compétences égales. C'est-à-dire que, si vous voulez, on fait un numerus clausus très sélectif en France. On empêche à pas mal d'étudiants français d'acquérir un diplôme. Est-ce que pour autant, on peut faire venir des médecins qui n'ont pas le niveau de langage requis, ne serait-ce que ça? Vous savez, pour être médecin, il faut pouvoir utiliser correctement la langue. Moi, j'ai vu dans ces pays d'où je viens, des médecins roumains s'installer, rester 6 mois et partir. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes études en termes de prescription. Vous savez qu'on est très sélectif avec les médecins étrangers, par exemple. J'ai un ami qui est un médecin algérien, qui a tous ses diplômes de médecine algérienne, qui n'a pas été reconnu du point de vue des équivalences et qui joue aujourd'hui un rôle d'infirmier parce qu'il n'a pas été accepté par les structures françaises. Donc j'ai la faiblesse de croire que si un médecin roumain peut exercer en France, c'est qu'il a passé sous les fourches caudines d'une administration extrêmement vétilleuse. Il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Vous avez, en Europe, il y a des pays qui sont plus ou moins vertueux, nous le savons. D'ailleurs, en France, on n'est pas si bien vertueux que ça. Donc il y a des diplômes médicaux qui s'achètent. Or, en Roumanie, il y a des études, il y a des livres qui ont été publiés sur ça. En Roumanie, beaucoup d'étudiants, notamment d'étudiants italiens, vont acheter carrément un diplôme de médecin en Roumanie. Et ce sont ces médecins-là qui, après, partent de Roumanie et viennent s'installer en France. Alors, attention, je dis, il y a de très très bons médecins roumains aussi, mais il y a aussi des médecins qui n'ont pas le niveau. Pourquoi vouloir faire partir les médecins qui, a priori, donnent satisfaction et leur substituer d'autorité des maisons médicales avec des médecins étrangers? Quel est le but? Mon cabinet médical, donner satisfaction à toute ma clientèle. Vous savez, les gens, quand ils viennent vous voir, ils ne votent pas pour vous. Ils votent avec leur vie. Quand vous avez une grosse clientèle, c'est que les gens sont contents de vous. Monsieur Escalante, franchement, à la lecture de votre livre, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que vous avez fait. Merci. Je trouve que vous avez fait un travail auprès de gens qui sont souvent dans une situation difficile. Les cas que vous racontez sont assez émouvants et on se rend compte qu'il y a besoin de cette médecine de proximité. Je reste persuadé pour ma part, contrairement à vous, qu'une maison médicale est susceptible, lorsqu'il y a des médecins, fussent-ils étrangers, dedans, elle pourrait au moins être aussi utile. Parce que les gens peuvent prendre leur voiture et aller voir la maison médicale. Et oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que pour rester dans un pays comme la Montagnard des Choises, il faut en avoir envie, si vous voulez. Il faut s'investir humainement. Il faut épouser le pays. Donc, si vous faites un crédit sur 20 ans, que vous achetez votre maison, que vous avez vos enfants scolarisés à l'école, vous y restez au pays. Si tout est payé quand vous arrivez, vous avez une maison médicale, vous ne payez rien. Pas d'impôts, pas de matériel,
rien. Ben, dès qu'on va vous faire une petite proposition meilleure ailleurs où il y aura un peu plus de soleil, vous n'avez pas de racines, vous partirez. Moi, c'est ce en quoi je trouve que la solution des maisons médicales, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est fait pour amuser les gogos. Vous savez, je suis médecin. Quand un malade saigne, on dit premièrement en médecine, on arrête l'hémorragie avant de tenter une transfusion. Or, qu'est-ce qu'il se passe à l'heure actuelle? On tape sur les médecins jusqu'à ce qu'ils fassent un burn-out, comme on dit, enfin, c'est la forme moderne pour dire une dépression nerveuse, parce qu'on leur a tellement tapé dessus qu'à la fin, ils s'en vont. Pourquoi on ne commencerait pas par essayer d'arrêter de taper sur les médecins qui sont encore là, qui font du bon boulot, avant de faire des structures comme ça qui sortent de nouveau et qui n'apportent... On a du recul maintenant, sur les 2-3 années de recul, qui n'apportent pas le remplacement de ce qu'a apporté les cabinets médicaux libéraux. Je sais que libéral, c'est un terme qui fait peur, mais c'était meilleur avant. Nous avions une meilleure médecine. On ne va pas de l'avant. La notion de progrès en termes d'accès aux soins n'est pas efficace actuellement. Vous anticipez sur ma question, c'est que on a en France un système où il y a à la fois un service public de la médecine et un exercice libéral. Et en commençant cette émission, Antoine Spir parlait de clients et après il a repris en disant patients. C'est vrai que malgré tout, il y a dans l'exercice médical libéral une corrélation assez forte entre l'importance de la clientèle et le niveau de revenus qu'un médecin touche. Oui, bon, nous sommes payés à l'acte. Voilà, c'était juste une observation. Mais je reviens à la maison médicale. Donc la mairie, parce que c'est important, la mairie a construit l'enveloppe et personne n'est venu. Si, un médecin belge est venu et il est resté 6 mois, il est parti parce qu'on lui a proposé mieux ailleurs. Il n'y a personne. Actuellement, il n'y a personne. Ça fait combien de temps? 3 ans. Ça fait 3 ans que la maison médicale est... Oui, et je vais vous dire, il n'y aura plus jamais personne. Parce que ce n'est pas comme ça que vous installez des gens dans des villages. Il faut que... On n'en est plus à la déportation de population, excusez-moi. Je grossis un peu le trait exprès. On peut pas obliger les médecins à aller s'installer. Moi, j'entends beaucoup dire qu'il va y avoir des conditions à l'installation. Quelqu'un qui a fait ses études à Marseille, s'il veut s'installer en Ardèche, il s'installera en Ardèche. Mais s'il a sa famille à Marseille, sa femme a du travail à Marseille, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire en Ardèche? Ça doit passer par le volontariat. Je ne suis pas pour la coercition. Il y avoir des aides. C'est pas déporter que donner des aides. C'est très mal connaître le système politique français, parce que vous savez qu'en France, pour vous donner 10 €, ils vous en reprennent 20 par derrière. On n'a pas besoin... Ah, si, c'est comme ça, c'est comme ça. Les médecins n'ont pas besoin d'aide. On gagne très très bien notre vie. Moi, je l'ai écrit dans mon livre, je gagne très très bien. Mais je n'ai aucune aide à l'installation, et je vous dis, et j'y serais encore si je n'avais pas eu l'étau de l'administration pour me broyer parce que mon cabinet fonctionnait. Monsieur Escan, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans un cas comme le vôtre, encore une fois, j'admire le travail que vous avez fait comme médecin. Mais on dépend aussi de l'arbitraire d'un médecin, et là de vous. Quand vous nous racontez que vous avez pu injecter à un patient un liquide sans utilité, qui était un placebo, exclusivement pour lui faire mal parce qu'il vous a appelé et que ce n'était pas nécessaire, franchement, je me dis, moi, j'aimerais pas dépendre du docteur Escande, parce que si je lui suis pas sympathique, il va me piquer, il va essayer de me faire mal, exclusivement pour me faire mal. Alors, parce que, oui, ça c'était pour le côté humain de la chose. Vous avez oublié de préciser. Vous trouvez que c'est humain? Oui, c'est humain. C'est humain parce que cette bonne femme qui nous a mimé un coma sur un GR, un chemin de grande randonnée, nous a fait marcher, moi et mon équipe de pompiers, pendant des heures pour une crise d'hystérie sur... si vous voulez, donc vous l'avez puni? Ben, je l'ai puni de par les moyens que la loi m'autorisait en faisant une injection. Si vous voulez, pendant qu'on faisait les couillons à transporter nos valises sur le chemin, pendant ce temps-là, il y avait des vrais gens qui souffraient, il y avait des vrais enfants qui n'allaient pas bien, il y avait des vrais personnes âgées qui auraient eu besoin de réconfort. Il fallait bien qu'elle se souvienne un peu de son appel, et je peux vous dire un truc, elle ne nous appellera pas 2 fois en simulant un coma hystérique sur un chemin de grande randonnée. Ça, j'ai compris, parce que la punition était assez pénible. C'était pour faire ça. Et c'est là où, vous voyez, on voit l'arbitraire. Alors, c'est l'autre face, si vous voulez, du dévouement du médecin de campagne. C'est que
d'une certaine façon, le patient dépend entièrement de lui. Non. Tandis qu'en ville, on peut éventuellement changer Alors, de médecin. Pas entièrement, parce que nous travaillons en équipe. Moi, j'avais... En équipe ou à l'équipe? Ah ben l'équipe, elle était à l'hôpital. Je travaillais avec des chirurgiens, je travaillais avec des cancérologues, je travaillais avec des psychologues, je travaillais avec des infirmiers. À distance, oui. Mais j'avais pas tellement besoin de communiquer avec un autre médecin généraliste qui soit installé à côté de moi. Si vous voulez, le travail en équipe quand on est médecin généraliste, c'est travailler avec des chirurgiens, c'est travailler à l'hôpital, c'est travailler avec les cliniciens. C'est ça la véritable le travail d'équipe. Et tous les patients qui avaient besoin d'un avis spécialisé, j'étais le premier à me battre pour qu'ils aillent à l'hôpital et qu'ils aient leur fameux avis spécialisé. Je ne faisais pas de la rétention médicale. C'est très mauvais de faire ça. On est là pour travailler en équipe et pour faire bénéficier à notre patient des meilleurs soins possibles qui passent toujours par des prises de sang, des examens radiographiques. Si vous voulez, c'est un véritable travail d'équipe, c'est ça. Merci Robert Escande. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Médecin, quand reviendras-tu » et qu'il est publié aux éditions Baudelaire. Merci. Merci. Médecine générale et déserts médicaux, deuxième partie. Sur le grill, nous recevons Frédéric Soir. Vous êtes médecin. Moi, je crois que il faut une forte volonté pour créer une maison médicale ou un centre de santé. C'est une volonté politique. Je pense aussi, par rapport à ce que disait M. Escande, que peut-être la maison médicale qu'ils ont essayé de monter n'a pas fonctionné parce qu'ils l'ont montée en dehors, ils n'ont pas fait d'études auprès de la population, auprès des patients, pour savoir de quoi ils avaient vraiment besoin, comment ça pouvait s'organiser dans la région autour. Et donc si c'est simplement la municipalité qui a dit oui, on ouvre une maison et après on va essayer de la remplir, forcément ça ne marche pas. Mais s'il y avait un travail avec les usagers, je pense que ça aurait pu marcher, quitte à faire quelque chose au niveau de plusieurs agglomérations qui peuvent se regrouper avec des annexes, enfin... C'est-à-dire que vous croyez à l'incitation quand même